Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui avec ces beaux chants liturgiques arméniens. Je vous retrouve donc comme chaque semaine pour Panorama Info. Durant cette nouvelle émission, je vais tenter d'ouvrir avec vous un dossier très complexe que nos grands médias n'évoquent jamais ou presque. Pour mieux comprendre ce dont je vais parler, il serait souhaitable que vous vous munissiez d'une carte du Caucase, cette région très montagneuse située entre la mer Caspienne et la mer Noire. Dans le sud du Caucase se trouve un petit territoire montagneux couvert de forêts. Ce territoire est connu sous différents noms par les uns et par les autres. En France, lorsque l'on en parle, ce qui est extrêmement rare, on le nomme Haut-Karabakh. Un peu plus vaste que la Corse, sa superficie n'est que de 11 430 km², soit l'équivalent du Liban ou de 2 départements français de taille moyenne. Ses habitants sont arméniens et chrétiens dans leur grande majorité et ils sont environ 150 000. Le tiers de cette population vit à Stepanakert, la capitale. Depuis près de 30 ans, le Haut-Karabakh est l'épicentre d'un conflit qui s'éternise, opposant Azéris et Arméniens. Au début du mois d'avril 2016, les braises de ce conflit latent se sont à nouveau enflammées lorsque de violents combats ont opposé les troupes de l'Azerbaïdjan à celles du territoire, violant ainsi un cessez-le-feu qui durait bon an mal an depuis mai 1994. Le 2 avril 2016, les troupes azerbaïdjanaises avaient en effet lancé une offensive, gagnant quelques arpents de terrain. La résistance des forces du Haut-Karabakh fut très vive et le 5 avril, les combats ont cessé après un retour sur les positions initiales. Nos grands médias n'ont presque pas évoqué ces hostilités qui ont pourtant fait 50 morts, dont plusieurs civils. Pourtant, il conviendrait d'accorder la plus grande attention à ce conflit qui s'éternise et qui résulte de plusieurs autres conflits. Il s'agit d'abord d'un conflit entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit international. Si, aux yeux de ce dernier, le Haut-Karabakh fait bel et bien partie intégrante de l'Azerbaïdjan, le peuple du territoire s'est clairement prononcé pour son indépendance lors du référendum organisé le 10 décembre 1991. Ensuite, ce conflit est une manifestation de l'antagonisme grandissant entre deux puissances hégémoniques de la région, chacune tentant d'avancer ses pions. La Russie, d'une part, ancienne puissance coloniale, et la Turquie, d'autre part, qui rêve de rassembler autour d'elle tous les peuples turcs d'Asie centrale ayant des affinités culturelles, linguistiques et religieuses avec elle. Azerbaïdjan, bien sûr, mais aussi le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Tous ces États sont devenus indépendants lors de l'éclatement de l'Union soviétique, lequel éclatement a permis à la Turquie d'y prendre pied politiquement, culturellement et économiquement. La Turquie appuie l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh, tandis que l'Arménie a maintenu des relations étroites avec la Russie. Compte tenu des relations en dents de scie prévalant entre la Russie et la Turquie, le conflit pourrait facilement dégénérer
d'autant qu'une autre puissance régionale observe de près l'évolution de la situation. Il s'agit de l'Iran, qui est voisin de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. L'ancienne Perse voit d'un assez mauvais œil la constitution d'un axe turcophone, sunnite, à ses portes, et elle a donc maintenu de bonnes relations avec l'Arménie. Historiquement, il est indéniable que le Haut-Karabakh est un territoire arménien. Nommé Artsakh, il constitua une province arménienne dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme toute la région du Caucase, il a subi la domination arabe. Il a ensuite été persan, devenant le Khanat du Karabakh, avant de devenir russe en 1805, à l'issue de la guerre russo-persane qui dura de 1804 à 1813. Cette annexion fut confirmée par le traité de Golestan, signé en 1813. Les Russes intégrèrent le Haut-Karabakh dans le gouvernement d'Elisaveta-Paul en 1868. Après la Révolution russe, le Haut-Karabakh fut disputé entre la République démocratique d'Arménie et la République démocratique d'Azerbaïdjan. Les Britanniques, qui étaient maîtres de la région après la Première Guerre mondiale, acceptèrent la nomination d'un gouverneur azéri. Dès 1919, des massacres d'Arméniens eurent lieu. Le 22 août 1919, les représentants de la région acceptèrent temporairement l'autorité azerbaïdjanaise, dans l'attente d'un règlement définitif, qui ne viendra jamais, de la question lors de la conférence de paix de Paris. Peu après, en mai 1920, la population arménienne de Tchoutchi est massacrée, ce qui entraîne l'arrivée de l'armée arménienne au Karabakh. Une brève république arménienne de la montagne, qui dura de 1918 à 1921, préfigura l'actuel Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan fut soviétisé en avril 1920 et les forces arméniennes durent se retirer de la région en mai. Les bolcheviks prirent ensuite le pouvoir en Arménie en novembre 1920 et ils créèrent la République socialiste soviétique d'Arménie. En présence de Staline, le bureau caucasien du comité central du parti bolchevique, auparavant favorable à l'Arménie, décida du rattachement du Haut-Karabakh à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan le 4 juillet 1921. À cette époque, le territoire était peuplé à 94% d'Arméniens. En 1923 fut constituée l'oblast autonome du Haut-Karabakh, séparé de l'Arménie par un couloir azéri, pourtant lui aussi peuplé majoritairement d'Arméniens. Pendant 65 ans, la situation resta figée. Ce n'est que le 20 février 1988 que, profitant de la perestroïka, la région autonome s'autoproclama République socialiste soviétique à part entière, à égalité avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. D'après le recensement de 1989, sur une population de 189 000 habitants, il y avait alors dans le pays 145 500 Arméniens et 41 000 Azéris. Le 15 juin 1988, l'Azerbaïdjan revendiqua auprès de Mikhail Gorbatchev le retour du Haut-Karabakh à son territoire. Des violences éclatèrent la même année en Azerbaïdjan comme en Arménie. Des pogroms anti-arméniens firent plusieurs centaines de victimes à Sougmaït, près de Bakou, puis, en 1990, à Bakou même. Bakou, je le rappelle, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan, sur les bords de la mer Caspienne. De cette histoire du Caucase soviétique, il ressort clairement que la région du Haut-Karabakh est devenue une partie intégrante de l'Azerbaïdjan de manière tout à fait arbitraire et par la seule volonté du pouvoir central bolchevique. Il s'agit là d'une décision arbitraire
qui est la cause première du conflit actuel, lequel s'éternise depuis un quart de siècle. C'est un conflit potentiellement dangereux dans cette région où les intérêts russes, turcs et iraniens ne sont pas nécessairement convergents et où les États-Unis accroissent aussi leur influence. Les USA ont aussi, à partir de 1979, pris des mesures pour tenter de contenir la révolution islamique iranienne, puis, à partir de 1991, ils ont commencé à prendre pied dans plusieurs républiques d'Asie centrale issues de l'ex-URSS, ce qui a fortement déplu tant à la Russie qu'à l'Iran. Pour rappel, c'est aussi une décision arbitraire soviétique qui fut la cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine. En effet, la Crimée, peuplée majoritairement de Russes, a été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev dans les années 50, alors qu'elle était russe depuis la fin du XVIIIe siècle et n'avait jamais été ukrainienne. Les frontières héritées de l'ex-Union soviétique ne devraient donc pas être considérées comme aussi intangibles que le sont les frontières d'Europe, qui, elles, sont le résultat de l'histoire et de traités internationaux. Les anciennes frontières intérieures de l'URSS étaient vues par le régime soviétique comme de simples frontières administratives modifiables à volonté. Les bureaucrates bolcheviques étaient loin d'imaginer que les frontières qu'ils traçaient deviendraient un jour des frontières internationales. J'ai déjà évoqué sur ces ondes le danger représenté par le néo-ottomanisme de Recep Tayyip Erdogan. Les ambitions du nouveau sultan constituent une menace pour la Grèce en mer Égée et pour Chypre, île dont plus du tiers est occupée et colonisée par la Turquie, et dont le gouvernement légitime n'est même pas reconnu par Ankara. Erdogan a également affiché ses ambitions en Libye en y expédiant des mercenaires, des armes et du matériel pour soutenir l'une des parties engagées dans la guerre civile libyenne. Récemment, un incident a même opposé des navires turcs à un bâtiment de la marine nationale française non loin des côtes libyennes. Le navire français avait osé vouloir inspecter un cargo turc suspecté de transporter des armes à destination de la Libye. Le rôle néfaste de la Turquie en Syrie est également connu. Ses troupes y sont présentes. Elles ont repoussé les forces kurdes syriennes qui avaient pourtant participé efficacement au combat contre l'État islamique. Pire, l'avancée turque dans le nord de la Syrie a permis à Erdogan d'effectuer un rapide nettoyage ethnique en remplaçant la population kurde syrienne par des Arabes syriens rapatriés de Turquie et loyaux envers Ankara. Le but de l'opération étant d'établir une zone tampon non kurde entre les Kurdes de Syrie et le Kurdistan turc, où une guerre larvée oppose depuis plusieurs décennies le pouvoir central d'Ankara au PKK, le Parti des travailleurs kurdes. Malheureusement, comme nous l'avons vu, les ambitions turques ne se limitent pas à la mer Égée, à Chypre, à la Libye et à la Syrie. Ces ambitions sont également dirigées vers le Caucase et l'Asie centrale. L'Azerbaïdjan et ses richesses pétrolières constituent l'un des éléments de la stratégie turque. En outre, la Turquie agit envers son voisin arménien de la même manière qu'avec la République de Chypre. Ankara n'entretient pas de relations diplomatiques avec Erevan et la frontière entre les deux pays est hermétiquement fermée. C'est un véritable blocus que la Turquie impose à l'Arménie, pays enclavé, sans accès à la mer. Ce blocus est très dommageable pour l'économie arménienne, qui ne peut pas exporter ses produits en Turquie ou à travers le territoire de ce pays, et qui ne peut pas non plus utiliser les ports turcs pour ses importations. La Turquie n'a jamais voulu reconnaître le génocide commis par l'Empire ottoman contre les Arméniens durant la Première Guerre mondiale. Pire, elle continue à nier la réalité même de ce génocide, malgré l'abondance de preuves, de témoignages et même de photographies de l'époque. La plus grande partie du territoire de l'Arménie historique fait partie de l'actuelle Turquie. La République indépendante d'Arménie n'est qu'un petit lambeau
septentrional de ce que fut la Grande Arménie. Le passif est donc extrêmement lourd entre la Turquie et son petit voisin arménien. Et la politique menée par Ankara depuis l'indépendance de l'ex-République soviétique d'Arménie ne fait que renforcer ce passif. Pire, la Turquie, de toute évidence, utilise l'Azerbaïdjan turcophone et musulmane contre l'Arménie chrétienne. Les combats d'avril 2016 avaient opposé les forces azerbaïdjanaises à celles du Haut-Karabakh. L'Arménie s'était bien gardée d'intervenir directement dans le conflit afin de ne pas déclencher une guerre ouverte avec l'Azerbaïdjan. Or, des combats viennent de se dérouler à la frontière de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, et cette nouvelle montée de tension peut laisser craindre un risque de déflagration au Caucase au profit de la Turquie. Ces affrontements ont commencé le 12 juillet dernier, et ils ne se déroulent pas au Haut-Karabakh, situé à 200 km de là, mais le long d'une frontière internationalement reconnue dans la région montagneuse du Tavouch, située au nord-est de l'Arménie. Cette frontière qui serpente dans les montagnes entre Arménie et Azerbaïdjan est le théâtre depuis les années 90 d'affrontements sporadiques. Détail qui a son importance, les récents combats ont eu lieu à quelques kilomètres des couloirs énergétiques où transitent les hydrocarbures de la mer Caspienne vers la mer Noire. Si les deux parties s'accusent mutuellement d'être passées à l'offensive, il faut noter que ces affrontements se sont exclusivement déroulés en territoire arménien. L'objectif des forces arméniennes était de reprendre le contrôle des hauteurs de Karadash, une colline stratégique qui se situe bel et bien en territoire arménien. Les combats ont fait en une semaine une trentaine de victimes militaires, dont 5 Arméniens et 27 Azéris, parmi lesquels 2 hauts gradés. Pour compliquer un peu plus une situation déjà inextricable, il faut se souvenir, en regardant la carte, que si le Karabakh est depuis près de 3 décennies une enclave de facto indépendante et sous influence arménienne en plein territoire azéri, l'Azerbaïdjan est quant à lui maître du Nakhitchevan, un territoire de 5500 km², aride et semi-désertique, situé entre l'Arménie et l'Iran. Constitué en république autonome de l'Azerbaïdjan, ce territoire de 450 000 habitants n'a pas de continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan. Une bande de territoire arménien sépare en effet le Nakhitchevan du reste de l'Azerbaïdjan. Ces étranges frontières constituent un nouvel exemple de l'absurdité des frontières héritées de l'Union soviétique. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a rendu toute communication entre le Nakhitchevan et le reste de l'Azerbaïdjan impossible. Rappelons aussi que le Nakhitchevan fut jadis une province de l'Arménie historique, connue sous le nom de Vaspurakan. La minorité arménienne qui y avait subsisté fut expulsée par l'Azerbaïdjan dans les années 90, au début du conflit autour du Karabakh. Si l'on y trouve encore des minorités russes et kurdes, la majorité de la population est turcophone. Seule la proximité immédiate de l'ennemi héréditaire turc a sans doute empêché l'Arménie de s'intéresser de trop près à cette province perdue. Depuis des décennies, le régime dynastique des Aliyev, qui règne sans partage sur l'Azerbaïdjan, joue avec l'arménophobie traditionnelle de sa population afin de faire diversion. Ce pays richissime, qui regorge de pétrole, est aussi un pays très corrompu, aux inégalités de plus en plus criantes. Le conflit avec le voisin arménien est donc une aubaine pour le régime. Il lui permet de détourner l'attention de sa population des graves problèmes internes. Cependant, le régime Aliyev doit prendre garde à ne pas trop exciter la rue, qui réclame une guerre totale avec l'Arménie. Les récents affrontements, comme ceux de 2016, sont loin d'avoir été des succès pour l'armée azérie. Or, le pouvoir à Bakou a déjà chuté par le passé à cause des défaites militaires au Karabakh. L'Azerbaïdjan compte sur le soutien de la Turquie.
Alors que les derniers affrontements se déroulaient sur la frontière azéro-arménienne, les dirigeants azéris se sont précipités à Ankara, à la recherche d'appui. Vladimir Poutine, de son côté, semble très méfiant vis-à-vis de ce qui est perçu à Moscou comme une tentative turque de la Turquie de s'immiscer dans ce qui est considéré comme le précaré russe. La Russie a vendu des armes tant à l'Arménie qu'à l'Azerbaïdjan et elle souhaiterait se limiter dans ce conflit à un rôle de médiateur sans interférence turque. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes devrait toujours prévaloir, au Karabakh comme ailleurs. Les habitants du Karabakh ont clairement exprimé leur refus de faire partie de l'Azerbaïdjan. Bakou devrait respecter ce refus et tenter de trouver un modus vivendi tant avec le Karabakh qu'avec le voisin arménien. Tant l'Arménie que l'Azerbaïdjan devraient prendre garde à ne pas se laisser entraîner dans un engrenage sanglant dont aucun des deux voisins ne sortira vainqueur. Les deux devraient tenter de s'asseoir autour d'une même table pour trouver un accord de bon voisinage qui satisferait les intérêts de leur peuple, tout en rejetant les ingérences des puissants voisins, qu'ils soient turcs, russes, iraniens ou même celles de puissances plus lointaines telles que les États-Unis. De notre côté, nous devrions nous intéresser davantage à ce Caucase, à la fois si proche et si lointain, véritable épicentre d'intérêts multiples et contradictoires. Nous ne devrions jamais oublier que l'Arménie fut le premier État chrétien de l'histoire de l'humanité, avant même l'Empire romain. C'est en effet en 301 que le royaume d'Arménie adopta le christianisme comme religion d'État. L'Arménie est en outre un pays démocratique, contrairement à son voisin azéri. Tout cela, ainsi que la présence d'une très importante communauté d'origine arménienne en France, devrait nous rapprocher de ce magnifique pays chargé d'histoire, dont les antiques églises demeurent les témoins silencieux. Et pour terminer cette émission consacrée au Karabakh et à l'Arménie, je voudrais vous faire écouter, chers amis auditeurs, le Notre Père en arménien que j'ai moi-même enregistré dans la chapelle Sant'Antone de Sorelitenda en Corse.